Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir quelle place l'agriculture ou l'élevage 4.0 ainsi appelé allait réserver effectivement aux vétérinaires? Je doute fort que vous puissiez faire le tour de la réponse et je vais vous y aider au travers de ces quelques diapositives. Pour ce faire, nous allons envisager 4 aspects: définir, comme d'habitude, essayer de comprendre, se poser des questions et enfin prévoir effectivement le futur, comment cet engagement pourrait-il se concrétiser. Alors allons-y, définir. On parle d'agriculture d'élevage 4.0, ils ont des synonymes: agriculture ou élevage de précision, agriculture ou élevage numérique, et enfin aussi l'appellation de smart farming. Comment pourrait-on les définir? En fait, le 4.0 a été ainsi utilisé par analogie avec l'industrie. Vous le savez peut-être, mais c'est au milieu du 19e siècle qu'apparaît la machine à vapeur. Et c'est le début de la production mécanique de l'industrie 1.0. L'industrie 2.0 apparaît vers le début du XXe siècle, avec bien sûr le développement du pétrole et de l'électricité. On se met en place tout doucement ainsi ce qu'on a appelé le Taylorisme, c'est-à-dire ce fameux travail à la chaîne. Charlie Chaplin l'a très bien illustré. Au milieu du XXe siècle, on va encore aller plus loin. Et bien sûr, on met en place, et notamment dans l'industrie automobile, 36 systèmes d'automatisation. On parlait de toyotisme. Et ici, au début de ce siècle-ci, du 21e vers 2011, apparaît ce qu'on a appelé l'industrie 4.0. Et donc, se sont multipliés différents objets technologiques et numériques, comme l'Internet des objets, la réalité augmentée, le cloud computing, le robot collaboratif, la cybersécurité, j'en passe et des meilleurs. Bref, voilà si brièvement rappelé, justement, de 1 à 4, cette évolution qui a touché l'industrie, mais aussi et qui touche de plus en plus l'agriculture et l'élevage. Bien loin est le temps, effectivement, où l'on pouvait voir dans les campagnes ces moissonneuses-batteuses actionnées par des machines à vapeur. Les tracteurs de plus en plus puissants et de plus en plus performants sont passés par là. Les robots de traite également, et maintenant on se trouve confronté à une multitude effectivement d'outils techniques, technologiques qui permettent bien entendu d'illustrer ce qu'on entend par l'agriculture 4.0. Cette agriculture 4.0 est donc une agriculture de précision. C'est un concept de gestion de l'agriculture moderne qui utilise des techniques numériques pour contrôler et optimiser, autant que faire se peut, les processus de production agricole. Et cette agriculture 4.0, on peut résumer ses objectifs de la manière suivante. Première chose, elle tente, cette agriculture 4.0, et elle y arrive parfois, à augmenter la productivité dans le respect du bien-être et de l'environnement. Voilà bien deux mots-clés qui sont tout à fait d'actualité dans le domaine de l'élevage. Deuxième objectif, c'est de répondre aux besoins alimentaires liés à l'accroissement de la population mondiale. Cette population ne fait que s'accroître, on sera 9 milliards en 2050. Troisième, c'est optimiser les intrants afin de préserver les ressources naturelles. Quand on parle par intrants, on parle bien sûr aux engrais, mais aussi aux pesticides. Quatrième objectif, c'est de réduire les coûts de production. Et cinquième objectif, c'est de concourir au renouvellement générationnel. C'est un secret pour personne, c'est que bien peu de jeunes souhaitent ou sont encore capables financièrement de reprendre effectivement les exploitations. Alors le numérique en agriculture, c'est une longue histoire puisqu'elle date de plus ou moins une quarantaine d'années, et en 1980 déjà sont apparus des logiciels dédiés à la gestion et à la comptabilité. Gestion des animaux déjà. Et en 1990, à partir de 1990, sont apparus les fameux GPS. Et on est entré dans l'ère de l'agriculture de précision. Précision pour semer, précision pour récolter, précision pour mesurer ce que l'on récoltait.
En 2010, ça a commencé l'explosion des entreprises qui, l'un dans l'autre, forment ce qu'on appelle maintenant l'agri-tech, le monde de l'agri-tech. Ça consiste en drones, en capteurs, en robots, en objets connectés, en les logiciels d'aide à la décision, à la gestion, à la comptabilité, mais aussi les services web qui se situaient en amont de la production pour les agriculteurs. Et donc Dieu sait si ceux-ci ont besoin d'informations concernant le prix des denrées qu'ils produisaient, concernant les échanges via les réseaux sociaux et autres plateformes. Et enfin, n'ont pas été négligées non plus les informations en aval, bien sûr, de ces producteurs, en aval destinés aux consommateurs. Des sites de e-commerce, des systèmes d'évaluation de la qualité, effectivement, également des produits. Bref, un monde très, très large et qui couvre de la fourche, selon l'expression consacrée, qui couvre de la fourche à la fourchette les informations nécessaires à ce que l'on produit, mais également à ce que l'on consomme. Alors, est-ce que l'agriculture est bien équipée? En 1988, un agriculteur sur 10 était équipé d'un ordinateur ou du fameux Minitel. En 2000, un agriculteur sur 5 était équipé d'un ordinateur. 2010, un agriculteur sur 2 utilise Internet. 2019, 67% des agriculteurs éleveurs ont un ordinateur, 69% un smartphone et 57% sont abonnés sur un réseau social. Bref, on peut dire que le numérique a pénétré bien sûr les exploitations agricoles. Alors, quelques illustrations de ces différents types de pénétration d'agriculture numérique. On estime que 15% des unités de production disposent d'une station météo. Et par les temps qui courent, Dieu sait si ces stations sont de plus en plus importantes pour mieux gérer effectivement qui des arbres, qui des vignes, qui des céréales. Les capteurs de rendement, ils ne sont pas rares sur les tracteurs et sur les moissonneuses-batteuses. Et c'est ainsi d'ailleurs que ces capteurs de rendement permettent d'envoyer directement les données aux fameuses bourses de Chicago et de déterminer bien sûr directement le prix des céréales. 30%. Les GPS sont plus fréquemment trouvés sur les tracteurs bien sûr et autres engins de type moissonneuse-batteuse. Et bien sûr un autre exemple d'introduction de ces systèmes de robots, ce sont les fameux robots de traite, puisque pratiquement 20 à une ferme sur 5, une ferme sur 4 dispose de ce type de robots de traite automatisés. Et tout ça génère des données. Et ces données, bien sûr, sont forcément de nature diverse. Ça peut être des résultats d'analyse de labo, ça peut être, bien sûr, des systèmes visant à localiser les animaux et à enregistrer leurs mouvements, ça peut être des images, ça peut être tout ce qui relève de l'audio, enregistrement des vocalises, et dans le domaine de l'étude de la biodiversité, ça présente des intérêts divers, et ça peut être aussi, bien sûr, les fameux omiques, c'est-à-dire tout ce qui relève d'analyses relevant de la génomique, de la protéomique ou de la microbiomique. Et enfin, bien sûr, il y a tous les outils permettant d'étudier de plus près les facteurs liés au milieu dans lequel évoluent les êtres vivants. C'est ce qu'on entend par les systèmes abiotiques. Bref, ça couvre des champs très élargis, bien sûr, de données. Alors ces données, c'est toujours le même problème, il faut éviter que ces données ne constituent des cimetières. Et donc les étapes ici sont brièvement rappelées, puisqu'il s'agit dans un premier temps de capter ces données, deuxième temps c'est de les partager, de les stocker, de les analyser, et bien sûr de les interpréter, de façon à ce qu'il y ait un retour aussi concret et optimal que possible pour ceux qui les ont générés. Le but de ces données est de rendre en fait l'invisible beaucoup plus visible. Il faut bien dire que les vétérinaires, dans le cadre de l'élevage, tout comme d'ailleurs les éleveurs, souvent ne peuvent noter que ce qu'ils voient. Et on vient de le voir, les données bien sûr qui concernent les animaux, ça les concerne bien sûr en tant qu'individus, mais en tant que groupe et en tant que population.
Et les données sont bien entendu multiples, elles sont de nature clinique ou de nature subclinique. Et donc, quand il s'agit effectivement de rendre le visible qui est le plus souvent concerné, il faut rendre aussi ce qui ne l'est pas davantage visible. Et enfin, dernière notion, bien entendu, on est déjà passé au stade de la médecine vétérinaire biochimique, mais toutes les données que ces biochimies, par exemple, vont générer, vont peut-être et faire évoluer la médecine vétérinaire vers une médecine vétérinaire beaucoup plus algorithmique, grâce à l'intelligence artificielle notamment. Et donc le but de tout cela, bien entendu, de ces données, de ces fameuses données, c'est de permettre aux vétérinaires de prendre d'encore meilleures décisions sur la santé, non seulement de l'animal de compagnie, parce que c'est un groupe d'animaux qui est largement concerné également par cette numérisation, animal de compagnie ou d'élevage, à l'échelle individuelle ou de troupeau. Alors quelques mots encore, quelques mots. On a un cerveau, en voilà un, enfin je suppose que tout le monde en a un, et que bien sûr ce cerveau ne va-t-il pas être progressivement remplacé par un cerveau, je dirais, numérique, grâce à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des systèmes d'imitation de la pensée et des actions humaines. Alors, à un niveau plus grand encore, on parle aussi de machine learning, c'est-à-dire qu'on programme effectivement les ordinateurs de façon à ce qu'elles génèrent des données et des informations, voire des connaissances auxquelles on n'aurait pas prioritairement pensé. Plus fort encore, on parle de deep learning, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dispose de bases de données très conséquentes, la machine va apprendre, je dirais, par elle-même en manipulant ces données. Donc, différents niveaux, mais qui ont leurs caractéristiques en termes d'organisation des données, en termes de base de données, en termes d'entraînement, bien sûr par l'humain ou pas, en termes d'algorithmes et en termes de champ d'application. Bref, il y a un champ des possibles extrêmement large qui reste à découvrir. Alors, on a parlé des données, bien sûr, de nature fort diverse, mais petite remarque, il en est des données comme des gens, si on leur met la pression, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Et donc, il faut faire attention, et il est important, bien entendu, que l'on puisse prendre conscience des enjeux. Car ces données générées par les outils numériques ont différents enjeux. Le premier, ce sont des enjeux économiques. Il est évident que celui qui dispose effectivement de certaines informations peut modifier bien sûr les prix de vente et occuper quelque part parfois une position dominante. L'autre enjeu est de type juridique. Qu'en est-il effectivement? La question reste ouverte. Tout n'est pas résolu, mais qu'en est-il effectivement de la production des données générées effectivement par les agriculteurs et ceux qui les encadrent? Un troisième aspect, c'est l'aspect éthique. Est-ce que les données générées ne sont pas là aussi pour influencer les choix de consommation, voire de production? En termes de connaissances également, c'est un enjeu très conséquent. Il est évident qu'à partir du moment où on peut mieux maîtriser les données, mieux les interpréter, on peut faire effectivement des recommandations beaucoup plus, je dirais, concrètes. Et enfin, il y a quand même un enjeu également social. Que va-t-on effectivement partager via les réseaux sociaux et via effectivement les réseaux sociaux qui concernent non seulement les agriculteurs, mais également les consommateurs. Deuxième étape de notre échange, c'est de comprendre et voir un peu à quoi peut servir, et on va se concentrer davantage sur l'élevage ici, sur l'élevage de précision. Et donc le schéma ici présenté, on voit que cet élevage de précision, en fait, concerne bien des aspects de l'élevage. Il concerne bien sûr les notations, les déplacements, les mouvements d'animaux, les données du climat, l'alimentation, la géolocalisation de plus grands troupeaux, les bâtiments, la reproduction qui est incontournable, la santé et le bien-être, la sécurité, le nettoyage des animaux, la traite, la production et bien entendu la commercialisation effectivement des productions de l'élevage. Bref, il n'y a plus, je dirais, un pan de ces différents aspects qui ne soit pas concerné par les outils, je dirais, numériques. Et donc,
Je renvoie ici à cette diapositive qui nous vient du collègue Guatteo de l'école de Nantes et qui a déjà fait une excellente présentation effectivement sur les possibilités de ces outils numériques. Bref, partons effectivement de l'animal qui est source de données ou encore d'automates tels que les robots de traite qui sont également source de données. Il est évident que les données générées par les uns et par les autres vont l'être au moyen de capteurs. Et ces capteurs, les données générées, vont bien sûr permettre d'élaborer des algorithmes qui vont transformer ces données en informations. Informations qui va permettre effectivement à l'éleveur de prendre des décisions. Quand je parle de l'éleveur, j'y associe bien sûr automatiquement et notamment bien sûr les vétérinaires qui sont bien sûr en première ligne pour faire cette synthèse entre ce qu'ils voient, les données complémentaires générées et bien entendu les recommandations à formuler. Et dans le contexte effectivement de l'élevage bovin, je ne voudrais citer que deux moments clés bien sûr de dans cet élevage. Le premier bien sûr c'est bien sûr les accouchements et le second c'est l'importante activité que constitue la détection des chaleurs. Alors, la vache est un des animaux au monde, je dirais, qui, techniquement, théoriquement, pourrait faire l'objet du plus grand nombre, je dirais, d'applications. Et donc, ces applications sont extrêmement nombreuses. Donnons-en quelques exemples. Il y a bien sûr les fameux colliers d'activité, activomètres, qui sont largement impliqués dans la détection des chaleurs, mais aussi dans les activités d'ingestion et de rumination. 34% des vaches seraient ainsi équipées. Il y a les boucles qui peuvent remplir effectivement la même fonction. Il y a les fameux podomètres qui mesurent aussi l'activité de déplacement des animaux. Il y a bien sûr les capteurs qui sont branchés sur l'installation de traite et sur les griffes à lait. Et d'autres exemples peuvent être donnés avec les ceintures de détection du vélage ou avec d'autres systèmes qui sont appliqués sur la queue de l'animal ou au niveau de la cavité vaginale. On pourrait y ajouter bien sûr encore les fameux bolus que l'on place dans le rumen et qui enregistre le pH ou encore la température. Des systèmes plus sophistiqués permettent de mesurer automatiquement l'état corporel des animaux. Les robots, bien sûr, ce sont des outils quelque part qui sont très largement et de plus en plus largement répandus dans les élevages. À tort ou à raison, la discussion est ouverte. Bref, ici, vous voyez d'autres applications possibles encore qui permettent de générer des données plus ou moins spécifiques concernant la rumination, la température corporelle, les temps d'ingestion, les temps de position couchée ou debout, j'en passe et des meilleurs. Bref, la créativité est bien au rendez-vous, mais encore faut-il, bien sûr, savoir que faire de toutes ces données générées. Alors voici un exemple très concret du choix du moment de l'insémination. Choix du moment de l'insémination au travers d'une boucle qui permet effectivement de mesurer à la fois la rumination, l'ingestion et l'activité de l'animal, son activité de déplacement. Et ainsi, ça permet effectivement de repérer avec une plus grande précision le moment optimal compte tenu effectivement des données générées, à partir du moment où le système enregistre les premières activités de monte et de chevauchement. Bref, ça augmente et ça devrait contribuer bien sûr à faciliter l'obtention d'une gestation et donc à réduire peut-être l'infertilité des animaux. Autre application de ces systèmes de boucles, ici on voit l'enregistrement en violet de la rumination. On voit également l'activité d'ingestion ici, la courbe moins régulière, et enfin, en bas, on voit la courbe d'activité de l'animal. Et si l'on part effectivement du vélage, c'est un exemple très concret, le vélage ayant eu lieu le 7 octobre, on se rend compte effectivement que tous ces paramètres d'évaluation de l'activité de l'animal chutent aux alentours du 10 octobre, donc 3 jours plus tard après le vélage. Ça permet d'attirer
plus précocement que ne pourrait le faire l'observation clinique, l'attention de l'éleveur et du vétérinaire, effectivement, sur une anomalie de cet animal. Alors, un autre exemple qui a été développé par un confrère, le confrère Quentin Garnier, diplômé de l'Université de Liège, et qui a créé cette société AI Heart, et qui permet ici, au moyen de caméras, de suivre effectivement l'activité et le déplacement des animaux au sein de la stabulation, et qui indirectement permet effectivement de mieux choisir le moment de l'insémination. Ce ne sont que deux exemples, car les logiciels d'élevage sont bien plus nombreux et touchent effectivement tous les domaines. Le gros problème, c'est de savoir lequel choisir et pour quel objectif, pour quel finalement besoin. Alors, si on élargit encore le champ de ces startups qui ont développé des outils, elles sont au nombre d'à peu près 850. Et vous voyez que c'est un domaine qui pèse relativement lourd, puisque 560 millions d'euros de fonds ont été levés pour ces startups en 2020. Où vont-ils donc s'arrêter? Troisième aspect, questionner. On observe, on a décrit différents outils, et maintenant quelles sont les questions que ces outils peuvent générer. Est-ce que, première question bien sûr, est-ce que l'objectif, rappelez-vous l'objectif décrit, est-ce que cette agriculture ou élevage numérique est une réponse adaptée au problème de l'insécurité alimentaire et à l'insécurité climatique? L'avenir le dira, le précisera, mais bien sûr que ces outils ont des enjeux professionnels. Donc on voit ici tout un système de capteurs qui concerne bien sûr la nutrition, l'environnement, la reproduction ou les capteurs de santé, et qui derrière, bien entendu, font l'objet de développement d'algorithmes. Mais est-ce que ces algorithmes développés dans l'interprétation et dans l'analyse de ces données vont améliorer la qualité de l'observation de ce qui se passe et vont permettre effectivement de mieux prévoir et de mieux comprendre surtout ce qui se passe? Est-ce que les données sont exhaustives? Est-ce que les données et les algorithmes, l'information générée par l'analyse de ces données va augmenter la précision du constat, du diagnostic, et va augmenter la prévision de ce qui va se passer? Et vous comprenez bien que cet aspect-là des choses fait de plus en plus l'objet de recherches et d'analyses un peu plus spécifiques pour vérifier ce qu'on appelle classiquement la sensibilité, la spécificité des outils de diagnostic, mais aussi des algorithmes, je dirais, mis en place pour utiliser ces données. Alors, il ne faut pas négliger, bien entendu, il ne faut pas croire qu'on est passé dans l'élimination de l'intérêt de savoir encore, je dirais, observer et de faire fi, bien sûr, d'une certaine expérience. Observation et expérience, c'est quand même deux caractéristiques à la fois des éleveurs et bien sûr des vétérinaires. Et que donc, ces observations, cette expérience développée, acquise, doivent être des compléments, bien entendu, aux algorithmes et aux données générées. Et donc, il ne faut pas croire qu'on va rester dans le bureau, passer son temps à analyser des données. Non, je crois qu'il conviendra encore de savoir passer du temps dans l'étable, de façon à observer les animaux. Alors, j'aime bien effectivement cette expression, cette définition, je dirais, du vétérinaire. C'est lui qui, de plus en plus, va devoir donner du sens, effectivement, aux observations. Et ce sens va lui être fourni, va être renforcé, bien entendu, par les analyses permises par ces algorithmes. Bien entendu qu'il y a un autre aspect qu'il ne faudra absolument pas négliger et perdre de vue, c'est qu'on ne va pas travailler à distance, il faudra continuer à développer des relations et des interactions présentielles avec les éleveurs. Voilà un contre-avis ici de Xavier Rebout, chercheur à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Plutôt que d'avoir, dit-il, un agriculteur augmenté, on risque d'avoir un agriculteur diminué, qui trouve moins de sens à son métier et perd le contact avec la nature et l'animal. La machine décide de tout, l'éleveur devient un technicien informatique.
On est sans doute peut-être loin du compte, quoique il y a des contre-exemples. Chacun connaît sans doute peut-être des contre-exemples. In medio virtus, méfions-nous des extrêmes. Essayons de trouver, je dirais, un contexte moyen, je dirais, entre les deux excès. Alors, deuxième conséquence possible, c'est bien sûr, on peut penser, et c'est ce que veut illustrer cette image, puisque des robots ont été développés, bien sûr, pour la récolte du vin. On est loin, bien entendu, de cette ambiance, je dirais, festive que peut constituer les vendanges. Conséquences sociales. Possibles, qui constituent des risques de recours intensif, voire unique à des outils, je dirais, numériques, c'est des fractures concernant la précision de l'information. En effet, quelle différence y a-t-il, bien sûr, et vous pouvez l'imaginer, entre des grandes cultures, je dirais, céréalières, et bien sûr des zones de maraîchage. Quelle différence peut-on voir entre, bien sûr, des fractures entre le nord et le sud? Les contextes sont complètement différents. Autre différence enfin, c'est les fractures numériques en termes, je dirais, d'équipement. Qu'y a-t-il de commun entre cet éleveur qui traite encore à la main et bien entendu ces méga fermes laitières? N'oublions pas qu'actuellement dans le monde, 6% des agriculteurs cultivent des surfaces supérieures à 5 hectares. Ça veut dire que la toute grosse majorité des agriculteurs qui nourrissent le monde ont des surfaces inférieures à 5 hectares. Alors, autre conséquence, autre question bien sûr importante, c'est le problème de la protection des données. Bien sûr qu'il y a eu des règlements faits sur cette protection des données en 2018 et en 2019, celle-ci concernait davantage les données agricoles. On est loin du compte, vu la diversification et la diversité plutôt des données agricoles. À qui appartiennent-elles? Que peut-on effectivement en faire? Et l'Union européenne a estimé que ces données relatives générées par l'agriculture de précision sont des données qui sont dites non personnelles. Ça présente bien entendu un risque certain sur l'orientation effectivement des recherches et sur l'utilisation que l'on peut faire de ces données. Prévoir, et on arrive à la dernière partie de ce petit exposé, prévoir, car en effet, gérer c'est prévoir. Et bien sûr que l'intelligence artificielle a de belles perspectives pour la médecine vétérinaire. Bien sûr qu'elle va nous permettre de développer une médecine plus préventive. Encore plus préventive que ce qu'on essaye déjà de faire. Préventif, mais aussi prédictif. J'ai l'info, mais ça va déboucher sur quoi? Je risque quoi si je fais ceci ou si je fais cela? Établissement de normes, entre guillemets, pathologiques de troupeaux. C'est autant de guidelines, de seuils d'intervention qu'il serait peut-être plus utile d'utiliser. On peut aussi faire des recherches pour mieux identifier les facteurs de risque des pathologies. On peut aussi, dans ce cas, tirer parti de l'effet de traitement et, le cas échéant, de ne plus y recourir compte tenu du manque d'effet de ces traitements, comme par exemple l'antibiotique, l'antibiorésistance constituant un enjeu majeur pour les prochaines années. On peut davantage recourir à toutes ces données générées par les analyses du génome, de l'exposome ou encore du microbiome, mais vous voyez que ça ne s'arrête pas là, et différents exemples relatifs à des études bioacoustiques le confirment. On peut développer bien sûr la télémédecine, on peut développer ce qu'il convient d'appeler maintenant la surveillance syndromique, mais que ceci ne nous effraie pas, et n'effraie pas les jeunes qui veulent s'engager dans la profession vétérinaire. L'insémination artificielle, l'intelligence artificielle et les technologies digitales ne vont pas remplacer le vétérinaire. Mais comme le disait le colloque Lequeux, celui qui ne s'en sert pas sera remplacé par celui qui en tire le meilleur profit. À bon entendeur, salut.
Alors, un autre aspect qui me semble important au travers des lectures que j'ai faites, c'est de développer davantage encore la médecine collaborative. Médecine collaborative, bien sûr, entre vétérinaires, mais aussi entre, je dirais, personnes ressources sur le plan de la santé. Santé animale, mais également santé humaine. On sort d'une pandémie, on sait ce que le concept One Health, on sait l'importance de ce concept One Health. Donc tentons effectivement de multiplier effectivement les échanges, les expériences et les informations. Enfin, il y a une autre illustration possible. Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs, effectivement, ils sont de plus en plus attentifs au bien-être animal. C'est une bonne chose. Et vous voyez que déjà certains produits, comme ceux issus de la volaille, eh bien, on arrive ici à quantifier le niveau de bien-être de tous ces élevages en fonction d'une série de critères. Et donc, partant de là, on peut développer des scores qui sont censés, je dirais, rassurer effectivement le consommateur. Alors, bien sûr que l'intelligence artificielle, ce monde numérique, offre de belles perspectives. Mais cela suppose quand même une réflexion et cela supposera quand même, dans le chef sans doute des facultés, des écoles, qu'on augmente l'apprentissage à ces techniques et à leur, je dirais, vocabulaire. Qu'on intensifie la formation à l'utilisation raisonnée de ces technologies. Que peuvent-elles nous apprendre? Comment les mettre en place? Pourquoi les mettre en place? Il faut aussi continuer à développer l'esprit critique. Bien entendu que faire confiance à des outils fût-ce numériques et à leurs algorithmes, c'est peut-être prendre, je dirais, un risque. Et donc, encore une fois, renforçons le développement du raisonnement clinique. Car si nous ne développons pas cela, eh bien les machines vont s'en charger. Et donc là, on se demandera encore s'il sert à quelque chose d'avoir effectivement un cerveau. Voilà quelques idées, je dirais, générales. Bien entendu, vous pouvez en savoir plus, et je vous donne les références que j'ai, je dirais, consultées. Vous pouvez aussi consulter ces sites, vous pouvez aussi lire. Et donc voici deux livres intéressants, La médecine du futur, et d'autre part, l'agriculture connectée, arnaque ou remède. Eh bien voilà, j'espère que vous saurez davantage peut-être faire la part des choses et que vous aurez peut-être envie d'en savoir plus. Je vous remercie de votre attention.